C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive. On y voit naître des courants et des tendances dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, les premiers producteurs de films au monde. Ligue de censure aidant, les scénarios deviennent de plus en plus conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. L'aventure du couple Fairbanks-Pickford aurait pu représenter l'archétype conventionnel d'un bonheur professionnel et personnel, mais il n'en fut rien. Le 23 mai 1883, à Denver, dans le Colorado, naît Douglas Elton Ullman. Son père est avocat, l'un des notables de la ville qui lui prodigue une éducation stricte et sévère. Le petit Douglas suit les rails du conservatisme et du respect des valeurs morales de l'époque. Étrangement, sa mère l'autorise à monter sur les planches à 12 ans. Elton commence à découvrir la dualité de la vie. Après avoir divorcé de son mari, fait inhabituel pour l'époque, elle reprend le nom de son premier époux, Fairbanks. Encadré par une mère rigide qui l'éloigne un temps des dangers de l'alcool et du sexe, Douglas Fairbanks suit différents entraînements militaires et devient un adepte de la culture physique, atout qui lui permet de faire lui-même les cascades les plus extravagantes tout au long de sa carrière. Enfin autorisé à prendre le nom de sa mère, Fairbanks, il joue Shakespeare et apprend la gestuelle du théâtre. En fait, j'ai toujours utilisé les deux facettes de ma personnalité. Dr. Jekyll d'un côté, Mr. Hyde de l'autre. Lorsque je suis Douglas Fairbanks, j'apparais comme une star qui assume très bien sa condition, insouciant et bien dans ma peau, très proche des héros que j'interprète. Mais lorsque je me transforme, je deviens l'autre, l'étrange Elton, scénariste de l'ombre, qui écrit des histoires qui sont bien loin de mon univers lisse et propre. Je me marie assez tôt, trop tôt peut-être, avec Anna Bess Sully, et deviens, 2 ans plus tard, l'heureux papa d'un Douglas Fairbanks Jr. Mon fils me fait rapidement prendre conscience de mes nouvelles responsabilités. J'accepte l'offre de la compagnie Triangle et joue sous la direction d'un géant, D.W. Griffith. J'aime la rigueur et le professionnalisme de cet homme, et notre collaboration se passe bien. Mais en 1910, Thomas Edison, dépositaire des brevets d'exploitation des caméras et des projecteurs de cinéma, impose à tous les producteurs le versement d'une taxe afin de pouvoir utiliser son matériel. En cas de refus, ses gros bras sont alors chargés de tout détruire. D.W. Griffiths décide de quitter la côte Est, où se trouve Edison, et traverse les États-Unis pour atteindre la Californie. Il est bientôt suivi par la plupart des studios indépendants de l'époque. Les films s'enchaînent et c'est le succès. Mon style et ma bonhomie séduisent le public. Pourtant, sur les 19 films que je tourne pour Griffiths, à la biographe, un seul détonne et sort du lot. Le mystère du poisson volant
raconte l'histoire d'un détective cocaïnomane interprété par un Douglas Fairbanks que l'on a du mal à imaginer dans ce rôle. Il suit un chef de gang qui organise un trafic d'opium. Il utilise des déguisements et des accessoires grotesques et à la fin, au cours d'un combat qui restera dans les annales du cinéma, capture les bandits et sauve la jeune fille. J'ai toujours considéré ce film comme une erreur. On y retrouve pourtant mon empreinte. J'effectue moi-même les cascades et mets en avant mon physique avantageux. Si ce film fut mon premier échec, il sera reconnu 60 ans plus tard, et l'on rendra hommage au scénario décalé et à mon jeu d'acteur très en avance sur mon époque. Mais à part cet écart dans sa vie professionnelle, Douglas Fairbanks préfère jouer l'archétype du sauveur courageux. Les hommes s'identifient à ce héros qui semble prendre la vie comme elle vient, et les femmes idolâtrent l'incarnation d'un esprit sain dans un corps sain. Je deviens le premier chevalier moderne de l'ère cinématographique. Tout le monde m'appelle Doug, et rien ne me résiste. En 1917, je décide de créer ma propre compagnie de production, la Douglas Fairbanks Pictures. Flairant la bonne affaire, Adolphe Zukor et Jesse Lasky, les grands patrons de la Paramount, me proposent alors une collaboration croisée pour un salaire de $10 000 par semaine. Je suis en train de devenir une star. Après plusieurs films avec eux, je monte seul l'adaptation d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Je lance un nouveau genre cinématographique, le swashbuckler, le film de cap et d'épée. Robin des Bois me permet de jouer un rôle taillé sur mesure, voler les riches pour aider les pauvres. Puis je joue le voleur de Bagdad, où la reconstitution magnifique du palais dans des décors somptueux fait rêver des millions de spectateurs. Avec la série des Zorro, Douglas trouve un terrain idéal pour propager sa philosophie de la vie. L'écran peut exprimer une morale. Il peut même propager une religion ou une philosophie. Mais il doit le faire uniquement au moyen de l'action. Si le comportement ou les manières des personnages apportent un enseignement, ce n'est pas le commentaire et l'analyse qui en feront la preuve. Champion de l'énergie, du courage et des vertus chrétiennes, Douglas Fairbanks a un corps de païen qui se plie à ses impulsions barbares, mais qui obéit à un esprit composé des qualités et des vertus morales. Suivent le pirate noir, El Gaucho et finalement l'homme au masque de fer. L'adaptation d'œuvres littéraires me convient parfaitement. Fairbanks vient de laisser son empreinte dans l'histoire du cinéma. Il ne l'a pas fait seul. Gladys Smith, sa deuxième femme, l'accompagne pendant toutes ses années de gloire. Elle représente alors la petite fiancée du monde. Le roi d'Hollywood a rencontré sa reine.
Née en Ontario le 9 avril 1893 d'une famille modeste d'origine irlandaise, Gladys Smith et sa sœur montent sur les planches dès l'âge de 5 ans. Les deux petites filles commencent à faire de la figuration pour un salaire de 10 $ par semaine. Le chemin semble tout tracé et les années passent. À l'âge de 13 ans, le grand acteur de théâtre David Belasco lui offre un rôle dans sa nouvelle pièce et lui donne alors le pseudonyme de Mary Pickford. Ils partent en tournée de 1907 à 1908. Puis, la Biographe, le premier studio de D.W. Griffith, reçoit la visite de la petite Pickford. Griffith est d'emblée séduit par son jeu d'actrice et par ses airs de jeune vierge effarouchée. La carrière cinématographique de Mary commence. Un film est particulièrement représentatif de son style de jeu, The New York Hat. Elle y incarne Molly, une jeune fille dont la mère vient de mourir. Elle hérite et, pour la première fois, rêve de s'acheter un chapeau. Les rumeurs vont bon train et les commères répandent des bruits sur sa moralité. Le chapeau symbolise la modernité et dans ce contexte victorien, ce film réalisé par Griffith nous permet de mieux comprendre les mentalités de 1912. Le jeu de Mary est très maîtrisé. Sa démarche, ses airs effarouchés, ses regards, rien n'est laissé au hasard. Elle s'implique également dans l'écriture, n'hésitant pas à retravailler un scénario qu'elle considère comme trop faible. Au sein de la troupe de Griffith, un acteur du nom d'Owen Moore fait sa conquête et l'épouse clandestinement en 1911. Owen prend en charge la carrière de Mary et lui fait quitter la Biographe pour un plus grand studio, Universal. Le salaire suit en proportion, mais sa relation avec Owen, qui boit, se détériore de jour en jour. Elle retravaille un temps avec Griffith, puis retourne au théâtre. En 1913, Adolphe Zukor de la Paramount me prend sous contrat. J'incarne l'archétype de la petite américaine, fragile, soumise, confrontée à des hommes qui n'hésitent pas à abuser de leur force et de leur pouvoir, mais qui réussit toujours à retourner la situation. Combien de femmes ont dû s'identifier à mes héroïnes? Je joue sous la direction des plus grands réalisateurs, Maurice Tourneur, Cécile B. DeMille, Marshall Neilan et Ernst Lubitsch. En femme d'affaires avisée, toujours conseillée par ma mère, je fonde ma maison de production, la Mary Pickford Film Corporation. Ma mère et Lillian Gish ont été les deux piliers de ma carrière professionnelle. Mon amitié avec Lillian remonte à nos débuts communs sur scène, alors que nous étions petites filles. Nos routes se sont éloignées, mais nous avons toujours entretenu cette relation, partant souvent ensemble en croisière. C'est probablement la relation la plus stable et la plus profonde que j'ai vécue. Tout semble donc me sourire, mais un drame se prépare en coulisses. Le scandale de la mort d'Olive Thomas, la femme de mon frère Jack, secoue l'Amérique puritaine. On y apprend son suicide dans un grand hôtel parisien, le Crillon. Suicide causé, paraît-il, par le fait qu'elle n'a pas su se procurer la drogue nécessaire à son mari, Jack. Malgré les moyens que met la Paramount pour étouffer l'affaire, les journalistes réussissent à trouver les pistes et dévoilent le fond de l'histoire. Sordide et malencontreuse affaire. La carrière de Jack aux États-Unis est ruinée, mais fidèle à mon image, je joue à la perfection la petite fille blessée et sors finalement grandie par ce scandale. Dans cette terrible épreuve,
je suis soutenue par celui qui n'est pas encore mon mari, le grand Douglas Fairbanks. Ils se sont déjà croisés alors que Gladys Smith travaillait pour Griffith à la Biographe et que Fairbanks débutait. Mais c'est en 1916 que Marie et Douglas se rencontrent réellement à Hollywood. La pure et chaste Marie se sent attirée par Douglas. Son culte du corps sain et d'une morale puritaine trouve un écho dans sa personnalité et on les voit de plus en plus souvent ensemble. En 1917, alors que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, tout le monde veut participer à l'effort de guerre. Les acteurs, Chaplin, Fairbanks et Marie entre autres, font une tournée triomphale pour les Bons de la Liberté, une souscription organisée par le président Wilson. Fairbanks et Pickford œuvrent pour une noble cause et retrouvent des valeurs communes. Mais ils sont tous deux mariés et doivent attendre que leur divorce respectif soit prononcé. C'est un secret de polichinelle et personne n'est surpris lorsqu'on annonce leur mariage le 28 mars 1920. Leur règne officiel sur Hollywood commence dans leur château construit sur les hauteurs de Beverly Hills. Pickfair pour Pickford Fairbanks. Paradoxalement, pour deux pionniers, producteurs, acteurs et scénaristes, l'œuvre commune se limite à une demeure, une compagnie et un seul film. Dans l'ordre, Pickfair, la United Artists et la Mégère apprivoisée. J'offris comme cadeau de noces à Marie une somptueuse maison que nous avons baptisée Pickfair. Pickfair symbolise alors notre merveilleuse relation. Nous sommes perçus comme les nouveaux seigneurs d'Hollywood. Et pour une fois, deux membres de la confrérie du cinéma sont respectueux des valeurs et des vertus morales d'une Amérique puritaine. J'ai fait construire la deuxième plus grande salle de projection privée des États-Unis, la première étant installée à la Maison-Blanche. Tous les grands noms des années 20 passent par Pickfair, du roi Alphonse XIII à Charles Lindbergh, en passant par Einstein, tous goûtent à mon hospitalité bon enfant. Chaplin, associé et voisin, passe la plupart de son temps en notre compagnie. En 1923, nous possédons l'une des plus grandes fortunes du monde qui nous permet d'investir 1 ou 2 millions de dollars par film. Sous l'impulsion de Douglas Fairbanks, qui veut travailler en toute indépendance, la United Artists voit le jour. Son idée est simple, regrouper les plus grandes vedettes de l'époque, Charlie Chaplin, D.W. Griffith, Mary Pickford et lui-même, qui seraient ainsi aux commandes de leur propre production. Le 20 février 1919 marque un tournant dans l'histoire du cinéma. C'est la première fois qu'une compagnie n'est pas détenue par une des banques de la côte Est. C'est la première fois qu'une société se donne réellement les moyens de produire de véritables films d'art qui peuvent concurrencer Paramount et les autres studios. À l'époque, un exploitant doit acheter 2 ou 3 navets pour obtenir un film de Chaplin. Avec la United, il a la possibilité de ne passer que des bons films. L'idée, séduisante sur le papier, se heurte rapidement à des conflits stratégiques dus à nos fortes personnalités. Mes films connaissent des succès retentissants, alors que ceux de Griffith ne rapportent rien. Chaplin nous offre La ruée vers l'or, dont le succès est planétaire. Pour la première fois, nous réussissons à concilier les exigences artistiques et les impératifs commerciaux. Notre influence est devenue décisive sur l'évolution des mentalités dans le cinéma. Mais la production de films, aussi extraordinaire soit-elle, ne peut fonctionner que si elle est appuyée par un circuit d'exploitation de la même envergure. Les autres studios, conscients du danger, font tout ce qu'ils peuvent contre nous. Le 20 avril 1955, Samuel Goldwyn rachète pour 2 millions de dollars la prestigieuse compagnie. La United Artists aura vécu 36 ans d'indépendance. Bien plus que mon histoire avec Doug.
paradoxalement, Mary Pickford et Douglas Fairbanks ne joueront qu'une seule fois ensemble dans un film de 1930, La Mégère apprivoisée d'après Shakespeare. Le cinéma parlant frappe à la porte de tous les studios. Et pour redorer le blason des stars du muet, Douglas Fairbanks a l'idée de faire un film en 2 versions, l'une muette, l'autre parlante, où il jouerait aux côtés de sa femme, Mary. Le projet, aux yeux de tous, ressemble plutôt à une tentative de ressouder un couple qui se déchire chaque jour davantage. Le film connaît un succès mitigé et Marcel Carné, après l'avoir visionné, dira que Fairbanks réussit à faire une farce d'une comédie. La Mégère apprivoisée est la seule trace d'un travail artistique qui les unira tous les deux. Après l'échec relatif du film, Mary Pickford détruit l'image de la petite fille qui lui colle à la peau et change du tout au tout. Elle tourne dans 2 autres longs métrages, puis décide finalement d'abandonner le métier d'actrice pour s'associer à Jesse Lasky dans la production. Elle se retrouve vite seule, abandonnée par son frère Jack et son mari. Elle part pour l'Europe. Doug la trompe effrontément. Elle trouve un temps refuge dans l'alcool. Il fait la cour à la fille d'un aristocrate anglais, Laura Ashley. Après de nombreux déplacements en Angleterre où elle réside, il la demande en mariage, elle répond oui. Il ne reste qu'à obtenir le divorce d'avec Mary, ce qui est fait d'un commun accord le 10 janvier 1936. La foule, abasourdie, se presse devant le tribunal. Is it true that you are going to marry Mr. Rogers, Miss Pickford? Yes, I am. When I return home to the United States. I wish you all the happiness of the world, Miss Pickford, and bon voyage. Thank you so much. Mary se console dans les bras de Buddy Rogers. Elle quitte le cinéma et refait sa vie, loin de celui avec qui elle débuta. L'arrivée du parlant met fin à la carrière d'acteur de Doug, qui s'investit dans la production, lançant, entre autres, son fils Douglas Fairbanks Jr. À sa mort, on l'honore en lui offrant l'un des plus beaux mausolées où il continue à régner sur le cimetière d'Hollywood. Doug et Mary ont marqué l'histoire par leur talent visionnaire de producteurs. Ironie du destin, il reste de leur union un cocktail lancé par leur vieil ami Charlie Chaplin, le Mary Pickford.